Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. Pour information, on va juste attendre 2 petites minutes avant de commencer, que tout le monde se connecte. Et après, on commencera. On peut peut-être parler du timing. Oui, et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour savoir un petit peu qui est en face de nous, parce que c'est vrai que pour Marine et moi, c'est un petit peu flou. Donc n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour Caroline, bonjour Lara. Nous, on va se présenter, mais... Ouais, voilà. N'hésitez pas à nous dire quel est votre poste et puis d'où vous êtes connecté, où vous travaillez. Bonjour Caroline, bonjour Magali. Bonjour Ambre, Mouna, Gaëlle. Marion. Alors, est-ce qu'on a des hommes? Pas encore. Je vois surtout des prénoms féminins. Bonjour Vanessa, bonjour Françoise, bonjour Gaëtane, bonjour Caroline. Ah, un Raphaël. Ça y est, un garçon. Bienvenue Raphaël. C'est chouette. Ah, Andrea. Andrea, c'est un monsieur aussi. J'ai pas vu la réponse d'Andrea. Ah si, non, femme. Ah, bon, bah pardon. Pour les Ça deux. peut être les deux, je pense. Ok, bah écoutez, il est 11h02. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence doucement le temps que le reste se connecte. Donc, bienvenue à tous. Je vais laisser Marine se présenter. Eh bien, moi, je suis Marine Dezan, je suis la cofondatrice des Parents Zen que nous avons créé avec mon mari il y a un peu plus de 14 ans. Et Anaïs? Et moi, c'est Anaïs Roux. Je suis psychologue du travail spécialisée en neurosciences. Chez TIL, je suis ce qu'on appelle Head of Care, qui est un mot de start-up pour dire que je suis responsable du département psychologie. Dans mon temps libre, j'aime bien écrire des livres et je suis autrice d'un livre qui s'appelle Neurosapiens et d'un livre qui sortira bientôt dans 3 mois qui s'appelle La vie est un long stress tranquille. Voilà. Alors pour l'agenda du jour, pour commencer, petit contexte et enjeu, histoire de resituer un petit peu pourquoi on vous parle de ce sujet-là aujourd'hui. On vous restitue une étude menée sur la parentalité en entreprise. Donc, bien évidemment, on va vous partager la méthodologie et l'échantillon en toute transparence. Et ensuite, on parlera surtout des 5 constats qu'on a pu faire à partir des données de cette étude et les 5 leviers qu'on en tire. Et on conclura par les 5 axes de travail pour les RH, idéalement pour 2025. Et puis, bien évidemment, on se gardera idéalement un petit quart d'heure à la fin pour une session de questions-réponses. Voilà, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, j'avais une question à vous poser, là ça va faire arriver les prochains. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on parle de parentalité, de parentalité en entreprise, si vous voulez mettre ça dans le chat. Organisation, challenge, charge mentale, ouais. Accompagnement, équilibre vie pro, vie perso, grand écart, oui. Grand écart. Temps de vie, moment clé, ouais, tout à fait. Surtout quand on est RH et qu'on veut garder ses collaborateurs. Nouvelles compétences, ouais, ça c'est vrai, c'est bien dit. On acquiert plein de compétences quand on devient parent, qui sont intéressantes pour l'entreprise, et trouver un équilibre. Bon, bah c'est bien, plein d'idées. Alors, la première partie, première question qu'on a posée là dans notre, c'est une enquête, enfin un baromètre de la parentalité qu'on a mené avec les parents zen, donc en 2023, et on a demandé quels étaient les enjeux, donc les enjeux RH liés à la parentalité en entreprise.
Et alors, on sait que 89% donc des salariés en France sont parents, donc ça concerne vraiment toutes les entreprises. Alors c'est parents évidemment au sens élargi, hein, c'est pas juste parents d'enfants en bas âge. Donc quelles attentes envers l'employeur lorsqu'il est question de parentalité et de bien-être? Ça, on va y répondre. Et comment répondre à ces aspirations pour engager et soutenir donc les salariés parents de vos entreprises? Alors, chez les parents zen, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on s'appelait encore il y a peu de temps Ma Place en Crèche et on accompagne les entreprises pour mettre en place leur politique parentalité. Et ça passe notamment par un super service de réservation de places en crèche à proximité du domicile des parents, à 5 minutes des parents partout en France. Ce qu'on a créé donc il y a 14 ans, le plus grand réseau de crèches de France. On a plus de 4000 crèches partenaires qui sont que des acteurs, enfin des gestionnaires de crèches indépendants qui ont en moyenne 3 crèches. Donc c'est des crèches très qualitatives. Et on a créé une web app il y a peu de temps, enfin quelques temps maintenant quand même, pour avoir des services pour tous les parents, quel que soit l'âge des enfants, donc jusqu'aux salariés aidants. Et vous voyez ici quelques références de clients, et on travaille aussi bien pour des clients du CAC 40 que des PME et même des TPE. Alors, deuxième pan de ce webinaire, parce que, comme vous avez pu voir, donc on va parler de parentalité et le lien avec la santé mentale. Et donc, moi aussi, j'ai une question pour vous. C'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous entendez santé mentale? Et pareil, vous pouvez répondre dans le chat à côté. Épuisement, stress, bien-être, écoute, épuisement, injonction contradictoire. Ça, c'est intéressant. Prendre soin de soi et de ceux qui nous entourent, bien-être. Compliqué. Pour les deux, j'ai l'impression, Marine, que c'est vraiment les deux mots qui revenaient. C'est compliqué. Et j'aime bien le incompréhensible de l'entourage. Incompréhension de l'entourage, oui, c'est vrai que c'est souvent le cas. Ça, c'est très juste. Je sais que chez Thiel, c'est notamment un petit peu un tabou qu'on essaye d'aborder. C'est le fait que voilà, la santé mentale est difficile à comprendre pour les autres, notamment par exemple le stress ou la dépression ou l'anxiété, parce que c'est souvent invisible aux yeux des autres. Merci pour votre participation. C'est vrai que d'habitude, le mot qui revient le plus, mais Caroline l'a dit à la fin, c'est équilibre. Et à chaque fois qu'on pose cette question, c'est toujours ce mot-là qui revient, et je trouvais que ça faisait un bon lien entre, en effet, la parentalité et la santé mentale, ce mot équilibre. Pour vous donner une définition un peu officielle, nous, on se base sur celle qui est donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'en gros, la santé mentale, c'est un état de bien-être, ça vous l'avez dit plusieurs fois, donc c'est très juste, qui va permettre 4 choses. Premièrement, de réaliser son potentiel. Donc là, on est sur le développement de soi, de son potentiel, de son épanouissement. Deuxièmement, de faire face aux difficultés normales de la vie, donc les difficultés du quotidien, mais aussi les difficultés un petit peu plus grandes comme le deuil. Troisièmement, de travailler avec succès et de manière productive. Donc là, on est entièrement dans la dimension travail, d'où aussi le fait qu'on parle beaucoup de santé mentale actuellement au travail. Et quatrièmement, d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc là, on est vraiment sur le lien à l'autre et à son entourage. Quelqu'un l'avait dit ça aussi. Donc on voit bien que la santé mentale, en fait, elle est absolument partout. Partout dans sa vie. Elle est mise en jeu, mise en cause et influencée par tout ce qui se passe au quotidien, que ce soit dans son sommeil, dans sa communication, que ce soit dans son lien à la solitude, quand on rentre de congé maternité, quand on devient parent pour la première fois, quand on devient manager. Voilà, tous ces éléments, dans tous ces événements de vie, la santé mentale rentre en jeu. Nous, chez Thiel, notre mission, c'est de démocratiser justement cette santé mentale à 2 niveaux. Premièrement, au niveau individuel pour que chacun puisse en prendre soin, mais aussi à un niveau organisationnel pour construire des organisations plus saines et construire des organisations où l'individu on crée en fait un contexte où l'individu peut s'épanouir.
Et puis, comme les parents zen, en fait, on travaille avec des clients qui viennent de tout horizon. On va travailler avec des boîtes du CAC 40, mais aussi avec des petits groupes. On va travailler avec des groupes de tiercères, j'ai perdu mon mot. En tout cas, de tout domaine différent. Tout ça peut dire que vraiment la santé mentale concerne absolument tout type d'entreprise. Et dernier petit mot sur-t-il, nous on aime bien dire que la santé mentale, elle n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût bien réel. Et ce coût, il est de 3 000 € par an et par collaborateur. C'est le coût engendré par les problèmes qui sont liés à la santé mentale. Et une des conclusions, et les problèmes liés à la parentalité, c'est un petit peu la même. Finalement, c'est la première cause, une des premières causes en tout cas d'absentéisme, de turnover et de présentéisme. Tout à fait. Nous, c'est aussi le coût qu'on a d'absence de parents pour défaut de mode de garde. Ça monte assez vite pour l'entreprise. Alors, on a 2 petits sondages à vous proposer avant de rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Donc, ils vont être affichés. Donc, le premier sondage, c'est: pensez-vous que le sujet de la parentalité soit suffisamment pris en considération dans votre entreprise? Alors, attendez, le sondage va apparaître là dans une minute. Alors, il le voit. Alors, normalement, il le voit parce qu'on a déjà des votes. Ah, c'est bon, d'accord, les réponses. Bon. Donc, pour le moment, on est à 75% de non. Ça se rééquilibre un petit peu. 70% de non. Et en commentaire, on a bof. Pas du tout. Raphaël qui dit plutôt oui. C'est bien. Il y a des entreprises qui font des choses. Ok. Et on a une deuxième question à vous poser. Vas-y. Vas-y, je laisse le... Hop. Pensez-vous que le soutien à la parentalité soit aussi un enjeu de santé mentale? L'objectif, c'est de prendre un petit peu le pouls de votre côté. Ok, bon. Je pense qu'on va vous apporter quelques éléments de réponse. Donc, en effet, si on regarde les résultats, on a 70% de vous qui disent que la parentalité n'est pas suffisamment prise en considération dans votre entreprise. Et on est à 97% d'entre vous qui pensent que le soutien à la parentalité est aussi un enjeu de santé mentale. Ok, c'est des pourcentages assez énormes. Donc, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Marine, je te laisse partager. Tout à fait. Donc oui, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Cette enquête qu'on a menée était auprès de salariés, plus de 1000 salariés, voilà, qui ont répondu au baromètre de la parentalité des parents zen. Alors il y avait 18 questions, donc pour comprendre vraiment les attentes des parents envers leur entreprise en termes de soutien de la parentalité. Sur l'échantillon, c'est très représentatif. On a eu 62% de répondants entre 26 et 35 ans et 49% qui étaient des employés et 44% de cadres. Donc les répondants, ils étaient issus de toute taille d'entreprise et de tout secteur confondu. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que 81% des répondants sont dans une entreprise avec un service RH. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure, si vous avez des questions sur la méthode ou l'échantillon ou autre, et on y répondra. Soit ça interagit, on y répondra en même temps, soit on y répondra à la fin pour la session de Q&A. Donc, je vous propose qu'on rentre directement dans les 5 constats et les 5 leviers d'action qu'on a pu sortir de ce baromètre de la parentalité en entreprise. On va commencer par le premier constat. Qui a fait naître d'ailleurs ce webinaire et ce partenariat entre TIL et les parents zen. Et j'ai l'impression que ça n'étonne absolument personne qui participe, mais je pense que c'est hyper important, notamment pour les RH qui sont ici, d'avoir des chiffres en fait pour aussi convaincre les personnes décisionnaires d'investir dans ce type
de soutien. Mais le premier constat, en effet, c'est que bien évidemment, le soutien à la parentalité, c'est un enjeu de santé mentale, mais aussi de performance et de rétention des talents. Je pense que c'est important d'aborder absolument tous les enjeux, histoire de pouvoir convaincre aussi un plus grand nombre de personnes. Ici, on vous a mis un échantillon des données qui ressortent du baromètre, mais sachez que dans le baromètre qui sortira d'ici, je crois, demain, vous aurez beaucoup plus de chiffres. Ce qu'on a pu voir, c'est que pour 80% des salariés par an, ils considèrent que les services de parentalité réduisent quand même drastiquement leur stress et leur charge mentale, ce qui leur permet d'atteindre un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie perso. Il y a plein d'autres chiffres aussi. Par exemple, 80% des personnes qui déclarent avoir été motivées et productives estiment avoir un niveau de stress gérable au travail. Voilà, on sait que la productivité et que le soulagement de la charge mentale de la parentalité invite aussi à baisser le niveau de stress. Globalement, c'est assez facile de déduire que le soutien à la parentalité, c'est un enjeu de santé mentale. Et donc, c'est un enjeu de productivité et de performance. Aujourd'hui, on voit quand même que les entreprises peinent à investir, que ce soit dans les services de parentalité, mais aussi dans la santé mentale. Et ça, on le voit aussi beaucoup. Notamment, on a sorti un baromètre en janvier dernier sur la santé mentale des salariés qui indiquait que 30% des collaborateurs ont déjà pensé à quitter leur entreprise pour préserver leur santé mentale. Et on retrouve la même dynamique sur la parentalité, où 82% des collaborateurs dont l'entreprise ne met pas en place des services liés à la parentalité, qui permettent de réduire du coup stress et charge mentale, ils sont prêts aussi à changer d'entreprise. Et il y a un chiffre que je trouve intéressant que je voulais vous partager avant de passer au levier. C'est si on veut pousser la réflexion encore plus loin, et donc ça vient de ce baromètre de parentalité, c'est que 80% des personnes qui vont estimer finalement que leur équilibre de vie ne dépend que de leur organisation personnelle, donc qui même de base pourraient ne rien attendre de l'entreprise, et quand bien même ces personnes, 80% de ces personnes-là sont quand même prêtes à changer d'entreprise et à changer d'employeur si une autre entreprise leur propose davantage de services parentalité. Donc même quand une personne déclare que ça ne dépend que d'elle, la personne ne reste quand même pas contre le fait d'avoir des services en plus liés à la parentalité. Donc la parentalité, au même titre que la santé mentale, quand bien même le collaborateur peut ne pas exprimer de besoin, ça joue quand même un rôle dans la rétention, de vos talents. Alors, les leviers d'action pour ce constat 1. Alors, mettre en place évidemment une politique parentalité et des mesures donc permettant de réduire le stress et la charge mentale. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mettre en place une culture d'entreprise family friendly. Alors on a notamment lancé avec tout un collectif, vous allez en entendre parler, ou vous en avez peut-être déjà entendu parler, du collectif Be Family, et on pourra vous envoyer des informations si ça vous intéresse. Mais en fait, voilà, il y a plein de bonnes choses qui sont faites par les entreprises, donc l'idée c'est d'être dans un groupe et de pouvoir s'entraider et prendre des bonnes idées des uns et des autres. Mettre une organisation du travail, donc favorisant l'équilibre des temps de vie, évidemment, mettre des services de soutien à la parentalité, un programme de soutien en santé mentale, donc pour tous les salariés. Le deuxième constat qu'on voulait vous partager, c'est que les attentes des salariés parents vont différer en fonction de leur âge à eux, mais aussi de celui des enfants. Quand on parle de service à la parentalité en entreprise, c'est vrai qu'on pense assez facilement et instinctivement d'ailleurs à mettre en place et à développer des actions qui vont porter sur les congés parentalité ou la périnatalité. C'est ce qu'on appelle dans le jargon peut-être les 1000 premiers jours en tant que parent. À l'inverse, on pense beaucoup moins à mettre en place des actions qui peuvent soutenir les besoins des parents d'adolescents. Pourtant, c'est pas faute que les enjeux à cet âge-là sont aussi très forts. Et je prends un exemple assez gros, mais c'est vrai que nous récemment, on a fait un webinaire sur le harcèlement à l'école. On était plus sur des parents qui avaient plus de 45 ans, des parents d'adolescents complètement démunis face aux situations de harcèlement scolaire. Ça générait une forte inquiétude, du stress, de la charge mentale. Et bien évidemment que quand le parent est au travail, l'enfant est à l'école. Et donc, bien évidemment, ça génère des émotions désagréables sur le lieu de travail. Donc, les enjeux de santé mentale pour les parents vont varier
fortement en fonction de l'âge des enfants. Quand des parents nourrissons, par exemple, vont traverser la privation de sommeil, le stress lié au fait que l'enfant a besoin de soins constants, l'isolement social ou encore la pression pour être un parent parfait, les parents d'adolescents, eux, ils vont avoir besoin d'apprendre à communiquer avec leur adolescent, à gérer les conflits, gérer la pression académique, les comportements à risque, parce que c'est généralement à cet âge-là qu'on teste les limites. Et ils vont se préoccuper aussi de la santé mentale de leur adolescence, qui est complètement légitime, parce qu'on sait aujourd'hui que les risques de dépression et d'anxiété sont extrêmement élevés, de plus en plus élevés pour les adolescents. Et ces différences de besoins et de problématiques vont notamment s'illustrer à travers des attentes différentes pour les tranches d'âge de vos salariés. Donc là où pour les moins de 45 ans, ils vont être principalement intéressés sur la mise à disposition de places en crèche, parce que nourrissons et enfants en bas âge. Les plus de 45 ans, eux, vont avoir davantage d'attentes concernant, par exemple, la flexibilité des horaires de travail, ou alors avoir accès à une mutuelle plus avantageuse. Alors, les leviers d'action pour cet axe 2, donc proposer des services, comme on disait, adaptés aux différents âges de la vie et à toutes les situations. Ça peut être aussi des situations de handicap pour accompagner des salariés aidants également. Donc en pratique, donc un accompagnement en santé mentale, des contenus et des ressources. Ça, c'est vraiment très, très important. Moi, je lisais ce matin justement notre newsletter là, qu'on envoie à nos clients chaque mois, et il y avait un article très, très bien pour aider les parents, notamment à gérer tout ce qui était peur. Et c'est des articles très, très intéressants et qui donnent vraiment des choses à faire, des exercices à faire pour arriver à mettre ça en application chez soi. Du coaching parental, des places en crèche, on en a parlé, des solutions de garde complémentaires et d'urgence. Ça aussi, c'est dans l'enquête qu'on a menée, c'est une grande attente des salariés et c'est pas vraiment considéré par les RH. Des sessions de soutien scolaire aussi, d'orientation scolaire. Et d'échecs CESU. Ça existe depuis longtemps. Ouais. En fait, l'avantage de ces leviers d'action, c'est leur diversité. Je pense que comme en parentalité, tout comme en santé mentale, il n'y a pas forcément de solutions absolument magiques qui vont vous convenir à tous les collaborateurs, et de mettre en pratique en fait différents leviers d'action, par exemple coupler des places en crèche avec un accompagnement de santé mentale ou des solutions, des sessions de soutien scolaire combinées à un coaching parental. C'est là où en fait vous allez avoir aussi le plus d'impact. Oui, bien sûr, en amont, avant de mettre en place, d'accompagner sur la politique parentalité et aussi le charge mentale des entreprises, il y a toute une partie de diagnostic en amont et on a besoin de connaître les chiffres, en effet, des âges des salariés, les âges des enfants, avoir toutes ces données et puis pouvoir faire des sondages aussi pour voir quels sont vraiment les besoins, les attentes et ça va être une année T. Alors ça évolue pas évidemment d'une année sur l'autre, ça met du temps, mais il faut se reposer la question de temps en temps pour vraiment, parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre des choses en place, mais qui ne sont pas les besoins des collaborateurs. Donc sur le constat 3, donc les services parentalité proposés par les entreprises ne sont pas toujours alignés avec les attentes des salariés. Voilà, donc j'ai dévoilé. Alors, donc les besoins non satisfaits, il y a donc ce qui était dit par les répondants, les jours de congés spécifiques, l'aménagement des espaces de travail. C'est vrai, notamment des salles d'allaitement, la formation des managers aux enjeux liés à la parentalité. Ça, c'est vraiment la clé de tout, pour que les parents salariés se sentent bien dans l'entreprise et quand ils reviennent de congé maternité, qu'ils se sentent accueillis à nouveau, parce que finalement, on dit que c'est un re-onboarding, mais c'est vraiment un onboarding tout court, parce qu'ils peuvent
en quelques mois, il peut y avoir beaucoup de choses changées dans l'entreprise. Et puis toutes les ressources destinées aux parents, des guides, des ateliers, des conférences, du coaching, l'accompagnement de psychologues s'il y a besoin. Voilà, donc il y a deux chiffres qu'on voulait vous partager sur ce constat. Il y a 54% des salariés parents qui aimeraient donc se voir proposer des solutions de garde telles que babysitting ou garde d'urgence. Et donc seulement moins de 8% des employeurs proposent ce genre de solution. Et 58% des sondés souhaiteraient se voir offrir une place en crèche. Bon, après, dans les répondants au sondage, ils étaient déjà bien équipés parce qu'ils disaient que 40% de leur entreprise proposait de tels services. Au niveau des leviers d'action, du coup, sans surprise, pour accompagner les salariés, donc il y a plusieurs mesures qui peuvent être mises en place. Depuis le début, c'est vrai qu'on vous en a cité quand même beaucoup avec Marine, tout simplement parce qu'en effet, il y a beaucoup de ressources qui existent. Et qu'un premier pas reste un premier pas. En revanche, nous, c'est vrai que ce qu'on conseille, que ce soit les parents zen ou TIL, c'est de ne pas mettre en place une politique de parentalité ou de santé mentale avec des œillères, pour la simple raison, par exemple, que telle entreprise un peu similaire à la vôtre a mis en place telle initiative. Du coup, si ça marche chez eux, je vais tirer profit de leur expérience et je vais aussi mettre la même chose en place. Ce que montre en effet ce baromètre et ce que vous indiquez, Marine, c'est qu'il y a quand même un fort distinguo entre ce que les collaborateurs souhaitent et ce que l'entreprise met en place. Ça, on l'observe aussi beaucoup quand on arrive au sein de TIL. En gros, on a des besoins qui vont être différents en termes de secteur, en termes de situation familiale, en termes d'âge. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est toujours de réaliser un diagnostic de votre entreprise. Marine vous parlait en effet de questionnaires, de prendre le pouls. Nous, chez TIL, on a un indice de santé mentale pour identifier les points à développer et les points d'attention particuliers. Où en fait on va aussi concrètement demander aux collaborateurs ce dont ils ont besoin. Et ensuite, au niveau des mesures à prendre en place, nous c'est vrai qu'on aime bien travailler avec une triptyque qui fonctionne pas mal, c'est de travailler en fait à 3 niveaux. C'est de se dire en fait, si vous voulez travailler sur un changement organisationnel, si on ne travaille qu'au niveau de l'organisation, il va y avoir un manque d'accompagnement individuel. Si on travaille qu'à un niveau individuel, on va avoir une image d'une sorte de déresponsabilisation de l'organisation aux yeux des collaborateurs. Donc du coup, travailler en fait sur une triptyque quand vous mettez en place un soutien à la parentalité, ça peut être hyper intéressant. Vous allez pouvoir convaincre beaucoup plus de collaborateurs, les emmener beaucoup plus dans votre projet et puis du coup avoir un impact finalement qui va être triplé et donc un investissement beaucoup plus rentabilisé. Donc, par exemple, l'idée, c'est de se dire, peut-être qu'à un niveau organisationnel, on va proposer des solutions de garde ou encore proposer une mutuelle avantageuse. À un niveau managérial, peut-être que ce qu'on peut mettre en place, c'est de rendre l'exemplarité obligatoire en tant que manager, si le manager est concerné, ou encore former les managers, et ça c'est aussi une base qu'on fait très rarement, former les managers à l'accueil et à l'accompagnement de la parentalité, que ce soit gérer les départs et retours de congé maternité, mais aussi gérer toutes les difficultés, les absences engendrées par un parcours PMA, par exemple. Au niveau individuel, ça va être par exemple proposer des suivis psychologiques, proposer des rendez-vous, prendre en charge un certain nombre de séances de thérapie avec un psychologue, que ce soit pour les personnes par exemple qui ont des difficultés à concevoir, en suivi PMA, des personnes qui sont jeunes parents, des mères qui peuvent aussi avoir un syndrome postpartum, ou justement des parents aussi d'adolescents qui traversent une période très difficile de potentiellement rupture de lien avec son ado. Voilà, en tout cas, cette triptyque organisation, management et individuel, on sait qu'elle fonctionne et nous, c'est en effet un levier d'action qu'on préconise fortement.
Oui, donc le constat 4, c'est de dire que les actions de parentalité sont méconnues des salariés. Donc on a deux chiffres là qui ressortent là-dessus, c'est que 80% des RH déclarent mettre en place des actions spécifiques à destination des parents. Mais après, 52% seulement des collaborateurs ont conscience que ces solutions existent, ces solutions spécifiques existent. Alors il y a plusieurs explications sans doute à ce décalage. Une des raisons, ça peut être la mauvaise communication. Bon, c'est vrai qu'on voit dans les entreprises, évidemment, il y a beaucoup de sujets toujours. On a beaucoup d'informations et puis des fils de communication très différents entre les emails, les Slack, enfin voilà, toutes sortes de canaux. Et je pense que ce qui peut être pas mal, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, mais que les managers soient formés. Et c'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont mises en place dans l'entreprise pour accompagner les parents, et ben c'est vraiment une super nouvelle pour toute l'entreprise. Et donc chaque manager doit connaître tout ce qui est mis en place. Et c'est vrai que chez nos clients, on les accompagne pour mettre en place un kit parentalité. Et ça, le kit parentalité, il y a tout ce qui est légal et il y a ce que l'entreprise propose pour ses collaborateurs comme avantage. Donc il faut absolument que lorsqu'il y a un papa ou une maman qui dit à son manager qu'il attend un heureux événement, qu'il lui dise ah tiens by the way, est-ce que tu sais où est rangé le kit parentalité? Je te pousse ça. Il y a des infos qui vont te servir. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, peut-être que les RH, quand ils ont répondu à 80% qui mettaient des solutions parentalité en place, a priori, dans les solutions, ils rentrent tout ce qui est télétravail. Et pour les parents, je pense que le télétravail, ils incluent pas ça dans les solutions parentalité. C'est vraiment, évidemment, ça leur facilite la vie en tant que parents, mais c'est vraiment une solution générale. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Anaïs. Non, c'est très clair. Et puis de toute façon, ça fait aussi écho finalement au levier d'action numéro 4 qu'on voulait vous partager. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait finalement de cette désalignement entre 80% des RH déclarent mettre en place des actions spécifiques, mais seulement 52% ont conscience de ces solutions spécifiques. Sur ce point-là, j'avoue que le levier d'action qu'on peut vous proposer, premièrement, c'est de faire en sorte que les collaborateurs en prennent connaissance, tout simplement. Et là, c'est un peu du ressort de l'entreprise d'être audacieux, finalement, dans sa façon de faire. Et comment est-ce qu'on fait en sorte pour qu'ils en prennent connaissance? Nous, j'avoue que la façon dont on va travailler avec TIL, ça va être de faire en sorte que les personnes se sentent concernées. Parce qu'il y a communiquer dessus et se dire, oui, j'ai déjà communiqué dessus, mais il y a utiliser aussi les bons termes, les bons mots et les bons exemples pour que les gens se sentent concernés. Parce que les gens peuvent voir ce qui se passe, mais ça passe. Voilà, ça passe en fait, parce que c'est vrai que comme dit Marine, en fait, il y a tellement d'informations qu'on va recevoir dans la journée que ça arrive et ça repart. Donc, ne pas avoir peur. Moi, j'avoue que je suis assez partie prenante de mettre les pieds dans le plat tout le temps. Et pour moi, l'entreprise ne doit pas forcément avoir peur d'utiliser les mots ou d'aborder les sujets difficiles pour que tout le monde ait conscience de l'aide qu'ils peuvent recevoir. Et donc, en fait, ça va passer par communiquer, sensibiliser sur des sujets parfois un peu tabous. Donc, le burn-out parental, la dépression postpartum, le deuil périnatal, l'homoparentalité, tout l'accompagnement PMA, l'infertilité. En fait, tous les sujets difficiles liés à la parentalité qui peuvent impacter la santé mentale. Ça, c'est absolument crucial. Mais du coup, ça inclut aussi autre chose. Ça inclut quelque chose qui est un peu plus lié aux risques psychosociaux. Ça inclut en fait de faire en sorte que les collaborateurs se sentent en sécurité psychologique. Et je donne par exemple quelque chose qu'on a sorti là au mois de juin. Je me souviens plus exactement du chiffre, c'est en train de me sortir de la tête. Mais par exemple,
il y a voilà, des mutuelles pour la parentalité, des congés parentaux qui existent. Et il y a énormément, par exemple, de familles homoparentales, de futurs parents qui ne font pas appel à ça parce que c'est trop tabou dans l'entreprise de dire que il y a peut-être de papa ou de maman. Et donc c'est ça aussi la parentalité, c'est de se dire que il y a peut-être des gens qui ne se sentent pas suffisamment en sécurité psychologique pour dire les choses. Et un autre exemple aussi typique, on connaît tous cette règle non tacite de ne pas dévoiler la grossesse avant 3 mois, parce que voilà, il y a beaucoup d'enjeux dans ces 3 premiers mois de grossesse. Sauf que dans ces 3 premiers mois de grossesse, il y a l'excitation de devenir parent qui arrive, mais potentiellement il y a aussi le fait de perdre en deuil périnatal, en deuil prénatal, du coup l'enfant. Et donc, en fait, ça, c'est des choses qui influent sur notre santé mentale. Donc, il faut que la personne se sente aussi en confiance pour aborder ces sujets-là en amont et de se dire, OK, j'ai l'espace de pouvoir dire, ouais, c'était avant 3 mois, le bébé n'était peut-être pas là, mais ça m'impacte quand même. Et je sais qu'en face, je vais recevoir une écoute et une oreille qui va comprendre que ça m'a impacté et que j'ai besoin aussi de quelques jours. Oui, et puis je pense que c'est d'autant plus dur que c'est ce genre d'informations, on n'en parle pas même à ses meilleures copines, quoi. C'est faut vraiment avoir quelqu'un externe pour parler de ce genre de choses. Complètement. Et Françoise aussi dans le chat rajoute un autre élément qui dit il y a surtout les difficultés du premier trimestre qui est difficilement gérable dans le secret au travail. Complètement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi cette politique de télétravail qui peut aussi en arranger certaines, de se dire du coup pendant 3 mois ça ne se voit pas. Si je suis mal, je peux aussi faire du télétravail. Donc c'est très positif le télétravail, mais je pense qu'il faut faire aussi attention à bien être à l'affût de renvoyer les bons signaux pour que la personne se sente dans un environnement de sécurité psychologique pour exprimer ses besoins. Et donc aussi se saisir de ce que vous, en tant que RH ou en tant que dirigeant d'entreprise, vous leur proposez. Je pense que c'est deux dynamiques auxquelles on ne fait pas forcément suffisamment attention. On met en place des éléments et c'est très bien, on communique dessus, mais je pense qu'il faut faire attention aussi à mettre en place un climat de sécurité psychologique pour que la personne réussisse à s'en saisir. C'est vraiment deux choses extrêmement différentes, parce que c'est pas parce que vous mettez des choses en place que les gens vont s'en saisir forcément. Voilà pour ce levier. Ah oui, j'ai oublié de vous partager. Avec les parents zen, du coup, c'est vrai qu'on est très friand de mettre en place des contenus, des brochures, des informations, justement, parce que parfois on a aussi conscience que c'est difficile de demander de l'aide, c'est difficile d'exprimer ce dont on a besoin. Peut-être que je parle de ce qu'on fait chez TIL, et puis après, Marine, tu pourras aborder ce que vous faites. Nous, c'est vrai que chez TIL, donc bien évidemment, on propose des sessions avec un psy. On forme aussi les managers, etc. Mais parfois, il y a une toute première étape en amont pour un petit peu rassurer, c'est de soi-même prendre connaissance de ce qui se passe chez nous pour nous. Donc, par exemple, en mai, on avait fait un mois spécial parentalité où on avait sorti une playlist sur être ou ne pas être parent, où on essayait d'aborder un petit peu la parentalité mais sous couvert des sujets un peu plus difficiles à aborder. Donc, par exemple, c'était sur le désir ou non d'enfant. On abordait aussi la PMA, on abordait le rôle du père. Ça aussi, c'est quelque chose où on parle beaucoup, en effet, de la mère et de l'enjeu sur la santé mentale. Et je pense que de la place grandissante aussi du père et du congé parental et même plus congé maternité, on se rend compte que ça travaille aussi beaucoup de choses en termes de santé mentale chez le père. Donc on avait abordé ça aussi, on avait abordé le deuil, on avait abordé le postpartum. Voilà, on essayait d'aborder un petit peu justement l'idée de cette playlist, c'était de se dire on aborde les sujets tabous et on y va. On a aussi fait une conférence avec Emmanuel Piquet sur mieux armer les enfants contre le harcèlement. On a aussi des séries qui sont des séries de vidéos sur devenir parent. Là, c'est une série, par exemple, justement sur les 1000 premiers jours en tant que parent. Et chez les parents zen, donc je vous en ai déjà parlé en introduction, on a créé une web app donc qui est consultable 7 jours sur 7 par les parents. Et dedans, il y a énormément de contenu sous toutes les formes, donc que ce soit des articles, des webinars, des conférences qui sont mis en ligne et qui sont classés
par âge des enfants. Donc, en fonction de l'âge des enfants qu'on a, on peut avoir les contenus qui nous intéressent. On a donc toute une panoplie de services. On a dit babysitting, garde d'urgence. On a de l'aide aux devoirs. On a aussi une solution pour les adolescents pour trouver les orientations scolaires. On a aussi sélectionné des coachs parentalité et aussi des psychologues. Et puis, on a aussi une solution pour aider les salariés aidants, parce que ça, c'est aussi un gros enjeu dans les entreprises. Et c'est pareil, c'est une chose où il faut que les salariés arrivent à dire qu'ils sont aidants et à bien vouloir se faire aider. Surtout administrativement, il y a beaucoup de choses pour les aider qu'on propose. Et on a des applications qui facilitent en fait le quotidien des parents et qui leur enlèvent de la charge mentale, notamment avec des agendas proposés, des choix de recettes. Et on a aussi une application qui propose des activités à faire avec ses enfants, notamment les jeunes enfants, pour les éveiller. Donc c'est assez sympa. Marine va faire le constat 5. J'ai une question, Caroline. On y répondra à la fin du constat. Donc le constat 5, la vie familiale des salariés a un impact important sur leur vie professionnelle, mais ça j'ai pas à vous convaincre. Donc dans les questions, les chiffres qu'on voulait vous mettre en avant, 98% des répondants considèrent que le travail est impacté par leur vie familiale et dont 50,4% disent qu'ils sont souvent impactés. 81% des cadres travaillent en dehors des horaires pour pouvoir concilier travail et parentalité. Et 51% des parents estiment que l'entreprise a une responsabilité dans leur équilibre de vie. Ça, tu en as parlé tout à l'heure, Anaïs. Donc, c'est vraiment une incidence majeure et évidemment, il y a une grosse attente des salariés parents dans toutes les entreprises et comme on disait, si les entreprises ne se mettent des œillères et ne font rien, eh bien elles vont avoir des talents parents qui vont partir dans une autre entreprise qui met plus de choses en place. Du coup, un peu sans surprise. Pardon. Mon levier d'action un peu chouchou en tant que psychologue, bien évidemment. Voilà, comme vous le disiez, Marine, c'est vrai que devenir parent et être parent, ça va chambouler beaucoup de choses à différentes étapes de la vie de l'enfant. Ça va chambouler son identité, son organisation, son couple, sa sexualité. La fatigue va se faire très présente, le stress aussi, j'en parle même pas. Donc le fait est que donner accès à de la psychothérapie se révèle être un énorme avantage pour vos collaborateurs. C'est quoi les impacts en fait que ça peut avoir, le fait de démocratiser la psychothérapie? Déjà en psychothérapie, qu'est-ce qu'on fait? Une des principales on va dire demandes qu'on va avoir en tant que psy, c'est d'apprendre à mieux gérer son stress et son anxiété, mais de façon plus globale, ses émotions. Et en fait, la capacité à comprendre, à exprimer et à réguler ses émotions est une des compétences numéro 1 pour prévenir le burn-out professionnel, mais aussi le burn-out parental dont on entend de plus en plus parler. Donc, la psychothérapie va venir prévenir en fait l'épuisement, tout en ayant aussi pour objectif de permettre aux parents d'être plus présents et disponibles pour leurs enfants après le travail. La psychothérapie, qu'est-ce que ça va faire aussi? Ça va permettre d'aider les parents à traverser les défis qui vont être liés à la parentalité. Et ces défis, on ne peut pas les diminuer, ça va constituer une forte charge mentale. Et je pense par exemple aux troubles du comportement qu'on a beaucoup chez les adolescents. Quoi d'autre? Les techniques en thérapie. Qu'est-ce qu'on peut faire en thérapie ici? En thérapie, par exemple, vous pouvez aussi apprendre à mieux gérer le temps. Ça va permettre, par exemple, de travailler sur le fait de trouver un équilibre entre responsabilité pro et responsabilité familiale, d'apprendre à délimiter les rôles professionnels, le rôle parental,
de réduire les conflits entre ces deux aspects de la vie. Bien évidemment qu'il y a, comme je vous disais au début, la triptyque, il y a bien évidemment des choses à faire du côté de l'organisation, comme une flexibilité, le télétravail, des horaires, par exemple des réunions pas après 17 heures. Mais je pense qu'il y a aussi un travail bien évidemment individuel à faire pour apprendre aussi ces compétences qu'on n'apprend pas de façon innée. Donc la psychothérapie peut servir à ça. Et puis de façon un petit peu plus évidente, entre guillemets, mais la psychothérapie, ça va pouvoir aider, je pense notamment aux jeunes mères qui peuvent souffrir de dépression postpartum, d'accéder à un accompagnement psychologique, parce que je pense que la dépression postpartum, on en entend beaucoup parler. Je pense que le fait d'en entendre beaucoup parler ne nous protège pas de parfois la culpabilité qu'on peut ressentir d'avoir cette dépression postpartum quand on est assoné par la phrase que c'est censé être le plus beau moment de notre vie. Donc en plus de souffrir de la dépression, on culpabilise et on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, la psychothérapie peut aider pour en sortir plus rapidement. Voilà, global sur ce cinquième levier. Je laisse Marine résumer aux questions. Voilà, et donc en synthèse, je vous redonne les 5 axes de travail à mettre en place dans vos entreprises. Donc le premier, c'est déployer des dispositifs de soutien à la parentalité, proposer des solutions adaptées donc à toutes les formes de parentalité, réaliser donc un bon diagnostic pour répondre aux attentes des salariés parents, sensibiliser et bien communiquer en interne, ça vous l'aurez compris, c'est aussi une clé. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi tout à fait bien communiquer en externe, parce que ça c'est aussi une clé pour bien recruter. Et démocratiser la psychothérapie donc comme soutien à la parentalité. Eh bien, écoutez, je vous laisse poser vos questions. On va rentrer dans la session de questions-réponses. Donc, je vois qu'on a déjà une question, donc n'hésitez pas à rajouter la vôtre dans l'onglet questions, si vous le voyez. Sinon, dans le chat, au pire, ça ira très bien. Si jamais vous voulez faire des demandes de démo pour les parents zen ou TIL, vous avez ici les liens et Delphine et Laetitia vous les mettent aussi en commentaire. Et avant de passer aux questions, il fallait que je vous rappelle plusieurs choses. Premièrement, qu'on vous transmettra le replay et la présentation à l'issue du webinaire. Et vous parlez aussi du prochain webinaire qui portera sur le management toxique le 15 octobre. Alors, on va passer aux questions. Je voyais les 47, super. Il nous reste 5 minutes tranquillement de questions. Alors, donc il y avait Caroline qui demandait comment mesurez-vous l'utilisation et l'appropriation, l'impact de ces contenus sur la santé mentale de vos salariés? Alors nous, on le mesure de 2 façons différentes. La première façon de le mesurer, c'est du déclaratif, c'est qu'on leur demande très régulièrement, à partir du moment où ils ont consommé du contenu sur notre application, qu'ils ont participé à des webinaires ou à des conférences ou autres, on leur pose la question estimez-vous que TIL a un impact positif sur votre santé mentale? Donc on le mesure comme ça. Et la deuxième façon dont on a de le mesurer, TIL a développé en fait un indice propriétaire qui évalue la santé mentale des collaborateurs. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, dès que vous rentrez sur l'application, vous répondez à cet indice pour évaluer votre niveau de santé mentale. On vous laisse consommer du contenu et ensuite, quelques mois plus tard, vous répondez de nouveau à cet indice. Et nous, en fait, on va faire le avant-après et on va voir à quel point est-ce que tout ce que vous avez pu entreprendre avec TIL en termes de contenu, de prévention et de communication vous a impacté positivement. Voilà, Caroline. Hop. Est-ce qu'il y a des questions concernant les parents zen? Ou c'était clair? Et merci Delphine et Laetitia d'ailleurs pour les liens sur le chat où vous pouvez retrouver toutes les informations. Parfait, écoutez, si ça a été très clair et s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir vous lâcher 10 minutes avant la pause déj.
C'est parfait. Et je ne sais pas si, Laetitia, tu as partagé aussi, on a écrit un livre blanc sur la parentalité en entreprise. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment une petite bible pour les RH avec plein d'exemples de ce que mettent en place nos entreprises clientes. Et d'ailleurs, il y a une partie aussi avec Thiel dans ce livre blanc. Donc, on va vous mettre le lien là dans le chat pour télécharger le livre blanc, si ça n'a pas déjà été fait. Merci beaucoup Virginie, Raphaël pour vos retours. Ravie que ça vous ait plu, ravie que vous ayez trouvé ça intéressant. Et voilà, on va rester encore une petite minute, le temps de vous dire au revoir à tous avec Marine. Et puis on vous souhaite une bonne journée, bon appétit. Et plein de bonnes actions à mettre en place dans vos entreprises. Bon bibon, ouais. Pour ma part, c'est fini. Ouais.